Bienvenue à toutes et à tous. Avec mes collègues élus de l'Ordre des architectes, nous vous accueillons avec un grand plaisir à cet événement autour du programme REA Héritage, lancé par le Plan Urbanisme Construction Architecture, c'est le PUCA, sur la réhabilitation des héritages architecturaux du logement du XXe siècle. Ce webinaire en direct s'inscrit dans une série de webinaires mensuels ouverts à toutes et à tous qui traitent les sujets d'actualité pour être au plus près des architectes dans leur agence. Nous vous retrouvons habituellement un mercredi en début de mois de 18h à 19h comme ce soir. Le prochain webinaire se tiendra le mercredi 6 septembre et sera l'occasion d'échanger autour des contrats proposés par l'Ordre des architectes et plus particulièrement de celui à destination des maîtres d'ouvrage privés professionnels, promoteurs immobiliers. L'événement d'aujourd'hui, valant comme formation complémentaire pour les architectes, un email vous arrivera demain et tiendra lieu d'attestation. Pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions dans le module questions-réponses grâce au bouton Q et R qui est en bas de votre écran. Nous ferons notre maximum pour apporter des réponses par écrit ou par oral en suivant. Un replay de ce webinaire sera en ligne à la fin de la semaine sur la page d'accueil du site de l'Ordre, architecte.org. Merci à toute l'équipe qui œuvre à chaque webinaire avec professionnalisme, et plus particulièrement ce soir à Julie Lamoureux, Damien Legrand et Daniel Dumont et son équipe. Vous êtes nombreux avec nous ce soir, environ 400 inscrits, et c'est Marjane Essam-Farveron, vice-présidente de l'Ordre national, qui va vous présenter le sujet de ce soir et nos invités. Marjane, c'est à toi. Oui, merci Julien. Bonsoir à tous. Le Conseil national de l'Ordre des architectes est partenaire du nouveau programme national d'expérimentation et de recherche du PUCA. C'est le programme REA Héritage. Ce programme, vous le connaissez, c'est le numéro 4 d'une série REA où effectivement une expérimentation a été faite et qu'on vous expliquera par la suite sur des programmes de réhabilitation, des opérations pilotes qui sont des démonstrateurs effectivement de la qualité de travail qui est possible de faire en apportant des nouvelles solutions. Ce programme particulièrement intervient à un moment où l'Ordre national prend le virage avec les architectes, effectivement, du fait qu'il va falloir construire désormais la ville sur la ville, penser à réhabiliter à chaque fois, regarder si c'est possible de réhabiliter et de garder un bâtiment avant de vouloir systématiquement démolir et faire du neuf. Et donc, c'est l'occasion à l'occasion de ce programme de réfléchir sur la faisabilité d'intervenir sur des bâtiments qui ont une qualité architecturale particulière et remarquable, qu'ils soient labellisés ou non, et de voir comment on va pouvoir, tout en restant abordable, garder cette qualité-là et l'améliorer dans le sens d'une rénovation thermique, mais aussi une rénovation globale, c'est-à-dire de regarder à l'échelle du logement, mais aussi à l'échelle du bâtiment et du quartier, ce qu'on peut apporter pour améliorer le cadre de vie des Français. Pour cela, ça nous a paru évidemment pertinent d'inviter Virginie Thomas, donc la directrice du programme, qui nous présente ça beaucoup mieux que moi pour voir le pourquoi de ce programme. Mais en plus de cela, nous avons pensé toutes les deux que ça serait intéressant d'avoir effectivement un maître d'ouvrage et un architecte des bâtiments de France. Donc aujourd'hui, c'est une équipe très féminine. Nous avons Émilie Mar, donc directrice de la maîtrise d'ouvrage Seine-Saint-Denis Habitat, et Sophie Masse, architecte des bâtiments de France, chef de l'UDAP 93, qui nous ont fait plaisir de venir pour nous expliquer leurs impératifs. Et nous sommes tous en fait autour de la table avec nos problèmes, nos réticences, nos craintes de ne pas y arriver, mais avec un optimisme de penser que si c'est faisable, peut-être en changeant quelques lignes au niveau peut-être d'abord de notre façon de faire, mais aussi après dans l'utilisation des financements publics, mais aussi des fois en réajustant la réglementation. Donc, à travers une expérimentation, on va peut-être pouvoir trouver la façon d'ajuster tout cela pour ensemble faire une production de qualité. Donc, pour cela, je donne la parole à Virginie Thomas qui va nous présenter ce programme et le mode opératoire de la suite. Merci. Marjane.
Peut-être en préalable quelques mots pour rappeler que le PUCA est un organisme interministériel qui a pour mission initiale de créer des cadres d'expérimentation et des programmes de recherche incitative avec une focale particulière qui est de faire progresser les connaissances, d'une part, et d'éclairer l'action publique dans tous les domaines qui ont trait à l'aménagement du territoire, à l'habitat, à la construction et à la conception architecturale. Quelques exemples de réalisation, mais je vous renvoie pour ça sur le site internet du PUCA à l'excellent ouvrage Rendre possible qui retrace le panorama de 50 années d'expérimentation, parmi lesquels les exemples assez significatifs que vous voyez à l'écran. Le programme Héritage donc, est opéré par le PUCA dans une dynamique tout à fait interministérielle entre le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Culture autour d'un partenariat très fort. Il associe, vous le voyez au travers des logos, l'Union sociale pour l'habitat, l'ANRU, l'ANA, Action Logement, le CNOA bien entendu, l'ANABF, l'AMIC, la DHUP, la Banque des Territoires, France Ville Durable, un panorama assez large de tous les opérateurs institutionnels autour des questions du logement. Le périmètre thématique de cette première session de ce programme Réa-Héritage va porter, comme son nom l'indique, sur les édifices remarquables du logement. Donc parmi ces parcs de logements qui nécessitent, et on le sait tous, une attention particulière en raison de leur spécificité architecturale ou constructive, on retrouve évidemment les monuments historiques, on retrouve le parc de logements anciens qui est construit avant 1948. Et puis, on a aussi affaire à un parc plus récent qui va regrouper des constructions qui présentent un intérêt architectural ou technique assez significatif et qui nécessitent tout autant, par ailleurs, la mise en place de solutions tout à fait adaptées. Parmi ces édifices figurent notamment des bâtiments construits, on l'a vu sur le visuel précédent, des bâtiments qui ont été construits dans le cadre de politiques publiques mises en place pour soutenir notamment la reconstruction et l'innovation constructive, avec des bâtiments avec des modes constructifs issus de la préfabrication 2D, 3D, des modèles architecturaux, des modèles innovation, des matériaux, des techniques innovantes pour l'époque. Et parmi cette production résident également certains bâtiments qui sont labellisés architecture contemporaine remarquable. Ce parc de logements patrimoniaux, assez récent, rentre aujourd'hui et revient plus généralement à l'agenda des politiques nationales au regard des critères de décence qui sont progressivement imposés par l'État. L'interdiction de mise en location progressive des bâtiments de logement classés F et G a fait réémerger finalement toute une cohorte de bâtiments anciens ou plus récents, puisque je crois que les chiffres étaient de l'ordre d'une 32% de bâtiments patrimoniaux dans ces classes-là. Donc, si on pose un petit peu le scope sur le parc de logements plus récent, les données agrégées sont encore à consolider. C'est un parc qui a été moins recensé également. Toutefois, par exemple, au travers du label architecture contemporaine remarquable, on distingue déjà 260 architectures domestiques. Et puis de ce premier repérage dont Sophie par la suite vous parlera peut-être puisqu'elle y a largement contribué, on retrouve parmi ces édifices labellisés 38 quartiers par exemple qui sont situés dans des périmètres NPNRU ou 48 quartiers qui sont plus ou moins situés partiellement en abord de monuments historiques ou en sites patrimoniaux remarquables. Et en dehors de ces labellisations, c'est des constructions issues d'une production industrialisée qu'on retrouve de manière assez large, aussi bien dans les patrimoines des organismes de logements sociaux que dans les copropriétés. Ce parc récent, souvent mésestimé, et à la convergence d'intérêts culturels et techniques, tous issus du XXe siècle, siège de manière assez insistante à la croisée de politiques publiques et autour d'enjeux qui sont assez multiples et assez imbriqués. Vous le savez très bien. Ils font aujourd'hui quand même néanmoins l'objet de constats qui sont unanimement partagés et aussi bien par les acteurs institutionnels que finalement plus opérationnels.
Et ce constat amène aujourd'hui à réinterroger les cadres, finalement, dans lesquels ces opérations de réhabilitation peuvent être menées, notamment les financements, puisque ça ouvre de nouvelles portes. S'il s'agit d'ouvrir l'éventail, on est sur des bâtiments pour lesquels l'isolation thermique par l'extérieur n'est pas toujours ou possible ou souhaitable. On est sur des problématiques majeures de confort d'été, qu'on ne peut plus ignorer. On est encore sur des savoir-faire professionnels qui sont à conforter autour de ces objets assez singuliers. Et puis avec encore un enjeu assez fort sur la montée en charge de solutions qui soient respectueuses autant du bâti que de l'environnement. C'est dans ce contexte que le programme REA, que le programme REA Héritage s'installe, et avec un cadre qui ne sera pas sans rappeler ceux de REA 1, 2 et 3, bien qu'on ouvre quand même un nouveau périmètre thématique. Donc on est bien dans l'idée d'aller fédérer des dynamiques opérationnelles et d'outiller les acteurs autour de ces opérations dont Émilie Mar ne manquera pas de nous montrer les difficultés, mais aussi les voies de sortie assez innovantes et intéressantes qu'on peut trouver. On est bien dans l'idée d'initier des projets qui permettent d'assurer la transition environnementale de ces héritages. On est bien dans l'idée toujours d'accompagner le développement de solutions architecturales ou techniques. Il y a un enjeu aussi matériel autour de ces héritages architecturaux. On est aussi toujours, et ça c'est la force du PUCA, d'être dans l'idée de développer des outils facilitateurs afin de permettre à l'ensemble des acteurs opérationnels de monter ces opérations, aussi bien d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue matériel, réglementaire, financier, technique ou juridique. On s'autorise l'ouverture du champ le plus large avec l'idée de ne pas réinventer ce qui existe déjà, d'essayer de faire bouger les curseurs de ce qui n'est plus très bien en place ou d'innover carrément sur le développement d'outils, comme ça peut être le cas, par exemple, dans le cadre du programme REA, avec l'invention d'un prêt qui a permis de porter des réhabilitations plus ambitieuses que ce que les dispositifs à l'époque pouvaient permettre. On est bien aussi dans l'idée d'accompagner le développement de ce qui aujourd'hui va devoir constituer le développement d'une culture commune de tous les acteurs autour de ces projets de transition écologique. Rapidement, la gouvernance du programme. Donc, c'est un programme qui va reposer sur 3 organes complémentaires. Un comité de pilotage institutionnel, évidemment, qui va être adossé à un conseil stratégique et scientifique qui réunira des experts opérationnels de différents profils et des profils plus scientifiques. Pour assurer dans un second temps la mise en dynamique des opérations qui seront réalisées, l'idée c'est de mettre en place des dispositifs ensuite au niveau territorial. Le calendrier prévisionnel, puisque aujourd'hui, en fait, on fait une première information auprès du réseau de la maîtrise d'œuvre, avec l'idée qu'on a déjà une première focale autour du recensement qui a été opéré dans le cadre du label architecture contemporaine remarquable ou des quartiers NPNRU, mais qu'il y a énormément d'immeubles, d'édifices partout en France et que il nous a semblé plutôt utile de faire appel au réseau de la maîtrise d'œuvre pour identifier ces opérations dans un premier temps. Donc, vous voyez qu'on est sur la phase 1 qui consiste à sélectionner des opérations pilotes. L'idée étant qu'un lancement plus officiel d'un appel à candidature sera fait donc, au mois de septembre. Une commission nationale de sélection des sites se réunira pour sélectionner 10 sites pilotes. Et puis on associera un certain nombre de sites partenaires au programme avec l'idée de pouvoir également embarquer des copropriétés et pourquoi pas faire des tandems logement social, copropriété autour d'édifices qui seraient de même nature. Avec l'idée dans la suite de préparer évidemment tous les documents qui sont liés à la consultation qui sera lancée donc ensuite début 2024 auprès de la maîtrise d'œuvre. La phase 3, évidemment, sera le lancement opérationnel des dispositifs au niveau plus territorial. Alors, on s'est lancé sur un exercice un peu compliqué qui a été de dresser des premiers
portrait robot des opérations qui pourraient être des opérations pilotes. Donc l'idée, c'est d'aller identifier un panel d'opérations cohérent. Quand on dit cohérent, c'est l'idée d'aller trouver un panel qui nous permette d'identifier les multiples situations qui posent les bonnes questions d'un point de vue urbain, d'un point de vue architectural, d'un point de vue technique, d'un point de vue thermique. Donc l'idée, c'est bien au travers de ces opérations pilotes d'établir un panorama des questions que soulève la transition la transition et la transmission de ces héritages. L'idée, la deuxième qu'on poursuit, c'est que ces édifices dont la construction présente un intérêt architectural ou technique, on va s'accrocher très 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 fortement aux qualités d'usage qu'ils présentent à l'origine. Il y a un enjeu de sélection un peu fine qui doit permettre aussi de faire la démonstration de ce que ces bâtiments apportaient à l'époque, ce qu'ils continuent d'apporter aujourd'hui. Et puis, on a l'intuition que des patrimoines singuliers, c'est bien, mais le constat, il est aussi que c'est pas des patrimoines unitaires. On a beaucoup de production sérielle. Et donc, l'effort consenti dans le cadre des finances publiques qui seront mis sur le programme, ainsi que des contributions des maîtres d'œuvre qui répondront au programme, permettra à un moment de ruisseler très largement sur une production qui a été faite en nombre. Et puis, on s'adossera évidemment à des patrimoines qui sont documentés, puisque ceux qui ont été recensés dans le cadre du label bénéficient déjà quand même de supports, d'audits de bâtiments et donc d'une littérature assez riche. Eh bien, j'en ai terminé. Sachant qu'on ne part pas de nulle part, les architectes, 87% des architectes font déjà en 2020 de la réhabilitation. Donc je pense que la profession va pouvoir regarder dans toute cette production quels sont ces bâtiments qu'ils peuvent proposer dans le cadre de ce programme et leur interaction avec les maîtres d'ouvrage et effectivement les ABF. Et donc je vous remercie Sophie Masse d'avoir accepté notre invitation pour venir un peu nous expliquer comment vous voyez ces opérations-là, quels sont les champs d'intervention et les limites de ces interventions, les défauts que vous voyez dans des réflexes qu'il faut gommer et à quoi il faut être attentif. Enfin, je vous laisse un peu exposer tout ça. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Effectivement, ce sont des sujets qui me parlent. Donc, je suis architecte des bâtiments de France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et du coup, de fait, on est beaucoup confronté à des questions de réhabilitation ou de transformation de patrimoine du XXe siècle. Donc, c'est vraiment une question qui est... il faudrait un réa peut-être juste pour notre département. Je pense qu'on aurait assez de sites à proposer. Et je compte bien en trouver avec Émilie pour en proposer sur les sites à l'appel à projet de septembre. Peut-être aussi pour élargir un tout petit peu ce qu'on se disait sur ces questions opérationnelles qui me touchent en premier chef, parce que vraiment tous les jours on voit dans nos bureaux, nous les ABF, défiler des architectes et des maîtres d'ouvrage, les deux, ou ensemble d'ailleurs, c'est encore mieux en général, dans ces cas-là, qui viennent nous présenter des projets et qui butent sur certaines problématiques, qu'elles soient techniques, financières, juridiques. Il y a vraiment un peu de tout, puisque ce patrimoine, il est quand même assez diversifié. Mais en fait, concrètement, donc je dépends du ministère de la Culture. Le ministère travaille depuis assez longtemps, mais plutôt en termes de doctrine, depuis la fin des années 90, donc avec la création de ce label qui s'appelait auparavant Patrimoine du XXe siècle, qui aujourd'hui s'appelle Architecture contemporaine remarquable, et qui permettait, au départ, c'était vraiment basé sur un constat à l'échelle européenne d'ailleurs, d'un manque de reconnaissance de ce patrimoine récent, et d'une inquiétude de voir démolir beaucoup de ces constructions, puisque la construction pendant les 30 Glorieuses a été extrêmement nombreuse, et que du coup on avait beaucoup tendance d'ailleurs dans ces années-là aussi à facilement démolir pour refaire du neuf, qui est un réflexe qui reste assez présent, nous on le voit aussi tous les jours. Il y a à la fois, alors on est d'accord, on va rester optimiste, je pense qu'il y a quand même, on voit clairement, moi depuis une quinzaine d'années que je travaille sur ce sujet quand même, on voit très bien les réflexes qui changent, mais ça reste assez progressif, c'est un peu au fur et à mesure. Aujourd'hui on peut facilement dire qu'il y a des bâtiments des 30 Glorieuses qui sont du patrimoine et ça s'entend. Après, tout le monde n'est pas tout à fait convaincu et il y a certes souvent du travail à faire, mais c'est une question qui s'entend et qui ne s'entendait pas, je pense, à la création des programmes de renouvellement urbain, par exemple, où la question, c'était vraiment de permettre des démolitions de grande ampleur pour régler certaines questions, ce qui était légitime pour plein de choses, mais qui posait des questions pour nous, au ministère, qui essayions de valoriser ces architectures du XXe siècle. Et donc, le ministère a en quelque sorte essayé d'établir une première base scientifique de doctrine, donc de connaissance de ce patrimoine récent, et puis la création du label, elle permettait déjà simplement d'assurer la première action qui était signaler des édifices d'intérêt, montrer pourquoi, expliquer pourquoi c'était remarquable. Donc il y a eu des publications, des recherches,
recherche, avec les écoles d'archi, dans les laboratoires de recherche, plein de choses comme ça. Évidemment, le partenariat de très longue date avec le PUCA. Donc, on est très content de continuer à travailler avec le PUCA parce que je pense que c'est un outil, même s'il est un peu expérimental, qui est vraiment très intéressant pour permettre de passer en fait à des pratiques opérationnelles un peu plus fluides en fait par la suite et pour permettre de poser des jalons, de changer certaines pratiques. Parce que il se trouve que du coup le ministère ayant fait ses efforts, je pense que ça a apporté ses fruits et qu'il y a des choses qui s'entendent aujourd'hui qui ne l'étaient pas avant. Mais en revanche, en tout cas, vu depuis le ministère de la Culture. Voilà, au niveau central, le label a été créé, plein de publications, plein de communications, très bien. Au niveau régional, les directions régionales des affaires culturelles, du coup, appliquent cela en faisant des repérages systématiques dans la région, souvent thématiques, en repérant, du coup, tous les bâtiments ou les ensembles urbains qui ont une valeur, en expliquant pourquoi et en les labellisant. Donc là-dessus, très bien aussi, ça permet aussi de communiquer avec les communes, avec les propriétaires de ces bâtiments, puisqu'on peut labelliser qu'avec l'accord, en fait, des propriétaires d'un bâtiment. Donc tout ce travail-là est fait. Par contre, quand on arrive encore un cran en dessous au niveau départemental, donc là où j'exerce aujourd'hui dans les services départementaux, en tant qu'architecte des bâtiments de France, nous portons des missions alors de contrôle de la qualité architecturale, paysagère, urbaine dans les milieux patrimoniaux, donc en gros proches des monuments historiques, mais également des missions simplement de conseil architectural pour la qualité. Et là, ça se corse un peu parce qu'on voit bien qu'en termes opérationnels, on les fait. Et même quand on a des dynamiques assez positives qui sont en place, on bute sur pas mal de difficultés d'ordre technique. Et souvent, effectivement, cette question qui revient, mais là, absolument tout le temps depuis quelques années maintenant, c'est préservation du patrimoine versus transition écologique, en gros. On y travaille beaucoup, à tous les niveaux. Je pense que des solutions commencent à émerger. Mais nous avons aussi, au niveau gouvernemental, une publication d'une circulaire interministérielle en début de cette année 2023 sur le déploiement des énergies renouvelables, là sur le volet spécifiquement panneaux photovoltaïques. Donc c'est un peu un sujet très très pointu à part, mais je pense qu'il y a des circulaires qui viendront à la suite sur d'autres sujets, peut-être sur les isolations thermiques par l'extérieur, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des sujets qui se développent et on nous demande d'être proactifs sur ces sujets, nous les ABF, de pas camper sur des positions parfois un peu braquées et puis de réussir à ouvrir le scope pour trouver des solutions et des manières de faire un peu innovantes. En sachant quand même que lorsqu'on parle de patrimoine ancien ou de monuments historiques, il est communément admis qu'on est moins interventionniste, on est plus dans la conservation, mais la question reste tout à fait entière quand on est sur un bâtiment qui est labellisé ou qui n'est pas du tout labellisé, mais dont on sait qu'il est intéressant. Parfois, ils sont simplement repérés au titre du PLUI de la commune, par exemple. La ville a bien vu que c'était quelque chose d'intéressant ou un patrimoine local tout à fait reconnu par la population, mais que c'était pas forcément, ça valait pas forcément protection monument historique. Et donc, dans ces cas-là, le ministère est totalement dépourvu d'outils pratiques. Il n'y a pas de financement comme pour les monuments historiques. Il n'y a pas de contraintes précises non plus de quelle est la procédure pour avoir l'autorisation, quel est le niveau d'intervention acceptable ou pas dans la dénaturation, la transformation du bâtiment. Et c'est là du coup que finalement tout arrive sur les épaules des ABF quelque part et que tout dépend de la bonne synergie ou pas des acteurs qui vont porter le projet et nous qui les accompagnons finalement, parce que c'est vraiment notre rôle, c'est d'essayer d'être des facilitateurs avec les communes, avec les porteurs de projets, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. Voilà, donc Émilie, je pense, vous parlera très bien de quelques... Non mais il y aura des belles images en plus, quelques exemples dans le département de la Seine-Saint-Denis. Nous, vraiment, du coup, ce qui nous intéresse, c'est que ces patrimoines, en plus, même si bon, c'est encore un peu compliqué, mais ces patrimoines récents, on peut entendre que c'est du patrimoine. Ils ont à la fois des grosses faiblesses par rapport aux thématiques actuelles, notamment transition écologique, par exemple sur la thermique, par exemple sur le confort d'hiver ou d'été, l'inertie, ce genre de choses. C'est pas toujours le cas, hein, mais bon. Et ils ont aussi des grandes forces, souvent... selon les décennies, mais dans les années 70, on a des appartements qui sont quand même très spacieux par rapport aux standards d'aujourd'hui. Alors, c'est pas le cas dans les années 50, mais voilà. On a de tout. Il y a des caractéristiques très précises et très différentes selon les décennies, mais on voit bien qu'en fait, effectivement, nous, on fait du cas par cas parce qu'en tant qu'architecte des bâtiments de France, on a un cadre aussi qui nous dit que le Code du patrimoine nous demande de regarder la qualité globalement, jusque dans le détail, jusque la technique, mais aussi par rapport au monument historique et à son environnement. Parce que c'est ça, en fait, le fondement de notre action et du fait qu'on va contraindre les gens dans nos avis à respecter certains critères. Donc nous, on fait forcément un peu du cas par cas. Cela dit, il est vrai que comme pas mal de ces bâtiments sont dans une production un peu sérielle, au moins il y a des types constructifs, il y a des choses qui se retrouvent partout, et donc il y a quand même des choses qui sont réplicables. Ça nous intéresse beaucoup parce que du coup, quand on est bloqué au niveau local, malgré parfois pas mal de bonne volonté, on cherche, et le programme normalement du PUCA nous aide à ça, à trouver des leviers. Alors soit c'est parce qu'on va creuser très
très profondément et très soigneusement un sujet particulier dans le cadre d'une expérimentation du PUCA, soit c'est parce qu'on aura justement un éventail de solutions avec des cas très différents, que ce soit en typologie de l'existant, en intervention, etc. Et ça va nous permettre quand même d'avoir des amorces de solutions, de communiquer aussi pour dire que c'est possible, parce que malgré tout, assez souvent, il y a vraiment une question de, je pense, d'optimisme, en tout cas de manière dont on prend les choses, puisque les gens arrivent en nous disant c'est compliqué, la BF nous empêche de faire une isolation par l'extérieur, mais la ville ceci, et puis le maître d'ouvrage cela. Et alors, on est un peu bloqué. On voit que quand on prend un peu le temps, finalement, on trouve souvent des solutions, mais ça nécessite parfois de faire un pas de côté et de bénéficier de programmes comme ça, un peu expérimentaux. C'est vraiment utile pour nous. Bon, donc on va essayer de trouver un gisement d'opérations grâce à Émilie, notamment. Je te laisse la parole, peut-être. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Émilie Mar, donc, vous êtes directrice d'ouvrage de Seine-Saint-Denis Habitat. Le fait de recevoir, sans vouloir vous réduire à des questions financières, mais quand même, on vient d'aborder les impératifs patrimoniaux et maintenant, c'est le côté économique. On voit bien que dans le cas des opérations de renouvellement urbain, on voit de plus en plus aussi cette démarche de avoir la volonté, effectivement, de garder des bâtiments versus démolition totale qu'on faisait table rase du quartier pour vraiment, on prenait au mot le renouvellement. Mais j'ai cru comprendre que auprès des maîtres d'ouvrage, il y a encore des questions de financement, de subventions qui ne sont pas encore adapté à ces opérations de rénovation. C'est un des champs de complications qu'on peut rencontrer, mais j'imagine que vous en avez d'autres. Voilà, si vous voulez bien nous en parler, de voir qu'est-ce qu'on peut expérimenter pour améliorer la situation. Ok, merci. Alors, effectivement, je suis architecte de formation, mais directrice de la maîtrise d'ouvrage chez Seine-Saint-Denis Habitat. Et en fait, si vous permettez, je vais répondre à votre question via les exemples que j'ai amenés qui peuvent illustrer en fait le type d'opération qui pourrait se prêter à ce réhéritage et qui je pense va nous permettre d'évoquer plusieurs problématiques. Je vous ai mis d'abord le sujet spécifique des cités-jardins. Mais qui peut être élargi. En fait, le sujet des cités-jardins, c'est qu'évidemment, quand on a... Donc là, ici, on est au Pré-Saint-Gervais, ou ici, on est à Stains. Évidemment, personne n'a envie de faire de l'isolation par l'extérieur sur ce type de bâtiment. Or, aujourd'hui, l'essentiel des leviers financiers qu'on a, c'est par rapport justement à la rénovation thermique. Et donc, et de fait, aujourd'hui, on part en étiquette E ou F, quand on a un peu de chance, D sur le collectif, sur ce patrimoine-là. Donc, quand bien même ça ne serait pas un levier financier, c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Le problème qu'on a, c'est que c'est du patrimoine qui nous arrive justement, Sophie l'évoquait, d'années où les surfaces des logements étaient toutes petites. Et donc, quand on commence à vouloir travailler sur la thermique, ça veut dire le plus souvent aller vers de l'isolation par l'intérieur. Et donc, isoler par l'intérieur sur des logements qui sont tout petits, pour nous, derrière, ça veut dire restructurer les logements, donc reloger les locataires. Donc, on avait eu une stratégie quand on a réhabilité ces 2 cités-jardins qui étaient sur les collectifs notamment, qui était de vider 30% des logements pour les isoler par l'intérieur. Et comme c'était du chauffage collectif, on se disait qu'avec 30% des logements bien isolés, on réduisait suffisamment les charges pour tout le monde. Mais aujourd'hui, la réglementation est en train de changer et donc il va falloir fournir des DPE au logement. Donc finalement, on va avoir 70% de logements qui ne sont pas louables. Donc c'est une vraie difficulté qui s'annonce pour nous sur les cités-jardins. Et d'ailleurs, comme on a beaucoup de cités-jardins chez Seine-Saint-Denis Habitat, on fait partie de l'association régionale des cités-jardins d'Île-de-France. Et c'est un plaidoyer qu'on porte avec l'association parce que c'est vraiment très spécifique aux cités-jardins. Et quand on trouve des solutions comme ici, les loggias fermés avec un produit qui à la fois ne vient pas casser l'image extérieure de ce bâtiment, mais qui joue un petit rôle thermique, mais qui ne va pas au bout. Donc, on n'arrive pas dans l'étiquette qui nous permet d'avoir les leviers financiers. C'est un vrai sujet. Donc, c'est entre les restructurations, les solutions un peu intelligentes mises en œuvre, on arrive sur des réhabilitations qui ont des coûts au logement faramineux. Donc, effectivement, on cherche des leviers. Et donc, moi, quand on parle d'expérimentation avec le PUCA, j'ai un secret espoir sur ce réhéritage, c'est qu'on puisse arriver à trouver des labels énergétiques qui soient spécifiques
au patrimoine, au patrimoine qui a des qualités patrimoniales, où on pourrait se débarrasser de certains garde-fous qui nous empêchent d'avoir ces labels, et qu'on pourrait avoir un label énergétique patrimonial spécifique qui nous permettrait d'aller chercher ces subventions qui sont aujourd'hui l'essentiel de nos mannes financières, voilà, de nos leviers. Donc là, je parle des cités-jardins parce que c'est ce que nous on a. Néanmoins, je connais d'autres projets où sur du patrimoine en béton, hein, il y a des bailleurs qui ont, pour préserver la façade, sont allés insérer de l'isolant à l'intérieur de panneaux préfat béton. Donc tout ça, c'est des solutions hyper ingénieuses dont il faut qu'on produise un catalogue pour que les maîtres d'ouvrage justement puissent se saisir de cette voie du milieu intelligente et spécifique à chaque fois, et en même temps sérielle parce que c'est l'intérêt du programme, mais pour pouvoir montrer justement que c'est possible et aller chercher des financements dans ce sens-là. Mince, ça passe plus les slides. Ah, voilà. J'ai que 10 minutes, donc je passe vite, hein, mais là je vous parle d'un quartier qui s'appelle Orgemont à Épinay-sur-Seine. On avait présenté ce site à l'appel à projet Réa 3 du Puquet toujours, avec CDC Habitat, puisque sur ce site il y a 2500 logements, il y en a plus de 1000 démolis, mais CDC Habitat en réhabilite 1500 et nous on en réhabilite 400. Et on s'était associés sur ce site en se disant, c'est un grand ensemble fait par Daniel Michelin, Grand Prix de Rome. Et donc là, on est sur un cas de patrimoine qui n'est pas labellisé, enfin qui est pas reconnu ACR. Néanmoins, quand on voit en haut à gauche, alors ça c'est le travail qu'a produit notre AMO. En fait, à chaque fois, il a repris en haut à gauche l'image d'origine, en bas à droite l'image actuelle qui nous arrive tout droit des Palulos des années 80-90, et une proposition de réinterprétation contemporaine. Et donc, en fait, on a décidé de s'associer avec CDC Habitat parce que on n'a pas eu de réponse à Réa 3, mais on s'est dit, ce patrimoine-là a quand même un vrai intérêt, et on voudrait justement réfléchir sur les bonnes solutions d'isoler thermiquement et de ramener ce patrimoine-là dans des normes de confort actuelles. Et donc, là, il a produit une image pour CDC Habitat qui a plus d'argent que nous, donc on est sur du bardage bois. Mais ça, c'est vraiment important, je trouve, quand on s'intéresse à ce patrimoine-là, c'est arriver à le comprendre et en même temps ne pas hésiter à le transformer. Mais quand on le fait dans le sens du projet, quand on a bien compris d'où on vient, quand on le fait dans le sens du projet, ça donne des choses plutôt qualitatives, et notamment dans le diagnostic du maître d'œuvre, il disait que tout le travail de l'architecte avait été d'une composition de façade qui était très contrastée dans les couleurs, notamment avec beaucoup de loggia et des creux plus ou moins profonds dans les façades qui venaient faire une composition assez élégante et qu'on avait complètement perdu. Donc il y a eu tout un travail, ou alors je vais m'égarer, je vais parler plus de 10 minutes, donc je m'arrête là. Donc là, c'était la version pour CDC Habitat qui a de l'argent, et pardon, je me trompe de sens. Là, c'est la version pour Seine-Saint-Denis Habitat qui en a moins, et donc là, c'est la version en enduit. Mais tout ça pour dire que c'est pareil, en fait, il faut pas s'arrêter. Alors, même si je parle toujours d'argent, c'est mon rôle, parce que c'est moi qui finance, j'ai de plus en plus de mal à financer, mais voilà, on peut réinterpréter l'image et faire un projet quand même intéressant en faisant, là c'était une proposition en enduit gratté avec juste les nez de dalle qui étaient capotés en alu. Bon, je pense qu'il y avait des détails techniques à mettre au point quand même encore, mais voilà. Et donc tout ça c'était un travail de notre AMO qui servait de cadre pour des conceptions-réalisations qu'on lançait après, pour s'assurer de garder cette qualité-là. Et donc ici, on est sur un bâtiment où, vous voyez, dans les années, en bas à gauche, dans les années 90, les loggias ont été fermés. Et donc, évidemment, on gagne en qualité architecturale en les rouvrant, mais nos locataires, aujourd'hui, sont pas du tout favorables à ça. Et donc, il y avait des vrais sujets. En même temps, elles sont orientées est et ouest, les loggias. Donc, il y a un vrai sujet de confort d'été. Donc, quel type de fermeture on met? Donc, parce que si on met des baies coulissantes, en confort d'été, c'est pas génial. En même temps, si on revient sur le même système que sur les cités-jardins, ici, c'est un patrimoine où on pourra pas se le permettre. Voilà. Donc, c'est plein de sujets où il faut trouver des astuces.
Et enfin, le dernier exemple, donc, dont Sophie parlait tout à l'heure, là, c'est quand même particulier puisque c'est Émile Aillot, l'architecte d'origine. Donc, et on est en projet de renouvellement en rue, donc on a des financements un peu exceptionnels grâce à l'ANRU. Donc on est sur 1500 logements dont on est l'unique propriétaire. C'est labellisé ACR pour le coup. Et donc, on a travaillé justement sur des questions de restructuration, de panel d'intervention pour ramener ce patrimoine dans des normes de confort actuelles. Et en fait, donc ce patrimoine nous arrive des années 50, donc pareil, avec des surfaces au type très petites, suivant les tranches de construction, des pièces humides très petites. Et donc, quand on a 1500 logements comme ça, en fait, ça fait des loyers très très bas de fait. Et donc, ça structure la paupérisation du quartier. Donc, on s'est vraiment posé la question en fait, même si on était en projet en rue, on s'est dit la diversification, ça passe aussi par une diversification de l'offre de logements sociaux. Et donc, on a prévu des démolitions. Alors, on avait fait une étude patrimoniale pour se dire où est-ce qu'il est pertinent de démolir au regard de la valeur patrimoniale des bâtiments, mais également du projet urbain. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le patrimoine avait des qualités et pour autant, ça servait le projet urbain de démolir. Donc, c'est possible aussi de démolir. Il n'y a pas de dogme qui interdise quoi que ce soit. En fait, ça dépend pourquoi on démolit. Encore une fois, le sens des choses et pourquoi on les fait. Et donc, il y a les parties en rouge, c'est les parties où on démolissait, parce que ça a un peu évolué, j'y viens sur la slide d'après. Et après, on avait tout un panel d'intervention sur des restructurations pour faire des logements avec des surfaces au type plus importantes. Et enfin, un troisième type d'intervention où on restructurait lourdement que les pièces humides, parce que quand on a des cuisines dans lesquelles on rentre pas la machine à laver, et ben forcément, on a des refus de logement. Et donc, on a essayé de trouver, parce qu'on pouvait pas restructurer tous les logements, on pouvait pas faire des extensions sur tous les logements, ça coûtait trop cher. Donc, on a cherché comment, juste en restructurant les gaines et sans pousser les murs des cuisines, comment on peut les agencer pour qu'on ait bien le linéaire qui va bien pour avoir tous ces éléments-là. Donc, à l'échelle urbaine, il y a vraiment matière à réfléchir. Et donc, je vous disais que au centre de l'image, quand on voit une barre un peu curviligne là, qui est en rouge, elle est rue de Vienne, donc on l'appelle communément la barre de Vienne. Elle devait être complètement démolie dans le premier projet présenté à l'ANRU. Et puis, parce que le bâtiment en gris devant, le bâtiment public en gris devant devait être démoli. Finalement, ce bâtiment-là sera réhabilité. Donc, on a réinterrogé la pertinence de démolir complètement ce bâtiment. Et comme on avait déjà annoncé aux locataires qu'on allait vider le bâtiment, on est parti vers un autre type d'intervention. On va démolir finalement que 20 logements sur 60, c'est-à-dire 2 cages d'escalier sur 6. Et on a montré à l'ANRU que le bâtiment était tellement... d'une, avait des qualités qui faisaient que ça avait de l'intérêt de le garder, et qu'il était construit de sorte qu'il était résilient et qu'on pouvait le transformer en complètement autre chose. Et donc, on va sur les 40 logements qu'on garde, qu'on ne démolit pas, il y en a 8 qui disparaissent parce qu'on restructure les 2 premiers niveaux pour faire des commerces assez hauts avec une hauteur de sous plafond qui donne un peu d'allure à ce bâtiment-là. Et on étudie la possibilité de le surélever pour supporter les charges d'ascenseur. Et pour financer tout ça, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur des financements exceptionnels, on a déconventionné, enfin, on va déconventionner ces logements pour les reconventionner en PLS, c'est-à-dire un niveau de loyer du logement social le plus haut, quasiment le plus haut, alors qu'aujourd'hui, ils sont sur des niveaux de loyer les plus bas. Et donc, sans démolir, en fait, ce qu'on a réussi à faire là, vis-à-vis de l'ANRU, c'est qu'on a réussi à décorréler la démolition et le projet social, en fait. C'est-à-dire qu'on peut diversifier un quartier et tout en gardant le bâtiment et en transformant le bâtiment et en créant un autre produit sur le même bâtiment. Et donc ça c'est pareil, c'est pour juste sur les secrets d'espoir que j'ai toujours sur Réa Héritage, c'est que comme le disait Virginie, le programme Réa déjà par le passé a permis d'obtenir des prêts qui étaient plus longs quand on investissait plus au moment de la réhabilitation.
Et aujourd'hui, on arrive sur un moment où ce patrimoine-là, il a encore 20 ans de plus que quand ils ont commencé à y réfléchir. Donc maintenant, les réhabilitations, elles doivent aller changer tout ce qui est réseau. Enfin, on est sur des niveaux d'investissement qui ont quasiment doublé par rapport à il y a 10-15 ans. Et donc, le sujet, c'est vraiment de les remettre dans un second cycle de vie. Et donc, on a inscrit ce projet à l'expérimentation seconde vie qui justement, est dans le prolongement de Réa, cherche des leviers financiers qui vont nous permettre justement de déconventionner pour reconventionner avec un niveau de loyer supérieur, parce que ça fait des vraies recettes pour amortir les coûts d'investissement, ou voire même de bénéficier de dégrèvements de taxes foncières, comme sur les constructions neuves. C'est-à-dire que si on investit suffisamment dans la réhabilitation, alors il n'y a pas de raison qu'on le traite différemment que comme une construction neuve. Et ça, vraiment, c'est des choses qui nous donnent beaucoup d'espoir, même si on n'y est pas encore. Et je trouve que voilà, Réa, ça peut vraiment nous donner du grain à moudre pour continuer à aller dans ce sens-là. Montrer que ces bâtiments permettent ça. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois pour ces présentations et explications très claires. Ce qui fait que nous n'avons pas encore beaucoup de questions. Donc, chers spectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant dans le module Q&R, questions-réponses, qui est en bas de votre écran. Mais je crois que pour commencer, Marjane, tu as une question. Oui, j'en ai même deux. D'abord, une question pour Émilie. De la même manière que dans l'objectif ZAN, aujourd'hui, on prend acte que un terrain agricole qu'on prend et qu'on construit dessus, forcément, c'est moins cher qu'un terrain qu'on va dépolluer. Et cette différence-là, il faut le financer. Et en tant que maître d'ouvrage, aussi prendre acte de ça dans sa programmation. J'imagine que vous aussi, à un moment, il va falloir que dans votre programmation, vous preniez acte du fait qu'il faut plus de moyens, peut-être aussi, d'intervenir sur ce type d'ouvrage. Et ces moyens-là, aller chercher effectivement du côté des pouvoirs publics, les collectivités, et revoir un peu votre programmation. Et que c'est un peu peine perdue aujourd'hui de penser qu'on peut continuer avec les mêmes modes de financement à produire des projets de qualité respectueux de l'environnement. Donc, est-ce que, voilà... Alors, pour le coup, encore une fois, il y a des situations très différentes quand on est en région. Il peut y avoir plein de situations différentes. Nous, on est en zone dense, hyper tendue. On a conscience de ce patrimoine qui existe, ces logements qui sont là. Et effectivement, que souvent, c'est des bâtiments qui, en plus, sont construits de sorte qu'on peut les transformer assez facilement. Donc, nous, on a réalisé ça. Aujourd'hui, nos freins à nous, parce qu'en plus, nous, derrière, c'est de l'ingénierie en relogement, c'est lourd pour les habitants. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est reloger des locataires, ça prend des années et des années. Humainement, c'est lourd à porter. Et puis, c'est des coûts, hein, clairement. Et puis, c'est de la perte de quittancement, parce que le temps qu'on fasse ça, on a toujours des logements qui sont vides. Pour réaliser le projet de l'abreuvoir, on a ce qu'on appelle geler les logements, c'est-à-dire qu'on n'attribuait plus les nouveaux logements depuis 2019 pour se constituer un stock de logements. C'était 500 000 € par an qu'on perdait de loyers qui rentraient pas. Donc, faut imaginer que pour rendre possible ça, l'investissement, il est même ailleurs que dans le bâtiment. Il est dans toute cette ingénierie en amont sur comment libérer des logements pour pouvoir les restructurer, comment gérer ces locataires à qui on doit proposer un parcours résidentiel positif. Donc, nous, on est convaincus, on sait le faire, mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire partout. On sait le faire à certains endroits avec le concours de l'ANRU, mais même avec le concours de l'ANRU, on ne peut pas le faire partout parce que ça reste quand même beaucoup à notre charge. Et après, effectivement, dès qu'on n'a plus les subventions exceptionnelles de l'ANRU, c'est très, très compliqué d'y arriver. Après, ce que nous, on constate, les architectes sur le terrain, c'est aussi qu'il y a un certain nombre de freins au niveau des PLU. Les PLU, quand en fait, vous démolissez des bâtiments qui sont denses et que le PLU, après, quand vous avez un R+15, ne vous permet plus qu'à construire du R+4, je pense que vous perdez aussi une part de loyer, vous avez du monde à reloger. Et donc, ça, c'est le côté positif de réhabiliter qui fait que si on le fait en site occupé, ça a évidemment ses propres problèmes d'ingénierie, mais de l'autre côté, ça résout aussi ce genre de problème-là. Et c'est là où on pense qu'il faut qu'on soit tous en amont des sujets, qu'on aide les collectivités de réadapter leur PLU
dans le cadre des PLUI qui sont en train de se mettre en place pour justement les mettre au goût du jour de ces réhabilitations et prendre acte, eux aussi, de ces changements de façon de faire. Là, c'était pas une question, c'était une affirmation, mais bon, il faut aussi avoir le retour de nous du terrain. Moi, j'avais une question aussi pour Virginie par rapport au planning et les candidatures. Je sais que c'est une première présentation que tu fais et que c'est en train de se mettre en place. Première information, oui, voilà. auprès des réseaux, parce qu'effectivement, l'identification de ces édifices assez intéressants sur lesquels on pourrait porter des dispositifs un peu collaboratifs, il n'est pas si évident que ça. Oui, alors je ne voudrais pas poser des questions pièges, mais je voulais que ce soit un peu clair pour les gens qui ont des projets en tête et qui veulent les présenter. Comment ça se passe? C'est forcément le couple maître d'œuvre, maître d'ouvrage qui propose, ou bien c'est un maître d'ouvrage qui a un projet, un dossier, qui veut le présenter pour justement après aller chercher son maître d'œuvre. Comment ça va se passer? Le principe, c'est qu'on travaille dans un cadre de politique publique incitative, hein, donc on en respecte les codes aussi. Et donc l'idée, c'est de faire remonter effectivement des porteurs de projets, qui soient maîtres d'ouvrage public, que ça soit des copropriétés, des ASL. Enfin là, pour le coup, l'idée même, c'est de faire remonter au maximum des bâtiments qui seraient portés par différents types de maîtrise d'ouvrage, pour qu'on confonde bien les difficultés des uns et des autres. On a évoqué un certain nombre d'outils. Donc l'idée, c'est bien de faire remonter des porteurs de projets, puisque la deuxième phase, c'est une consultation de maîtrise d'œuvre. Donc, il y a bien une décorrélation entre les deux. On n'est pas sans ignorer qu'il y a beaucoup d'architectes qui habitent aussi dans des édifices remarquables, et donc on compte aussi sur eux pour remonter dans le cadre de leur copropriété ces éléments-là. Moi, j'aimerais rebondir, Marjane, si tu veux bien, sur une notion que tu as ouverte et qui est fondamentale, c'est celle du périmètre de projet. On a beaucoup, là, finalement, retracé des expériences qui ont trait, je dirais, uniquement au bâtiment, hein, ou à l'approche uniquement construction. On est bien dans l'idée aussi, hein, ce qui avait un peu prévalu dans de précédentes sessions, de saisir des périmètres d'opportunité en dehors des cadres d'exercice, je dirais, de chacun des acteurs. Hein. Il y a des périmètres d'opération dans lesquels on va trouver du logement social et de la copropriété. Néanmoins, à l'origine, c'est des bâtiments qui ont été construits sur le même modèle, à la même époque. Il y a des enjeux à un moment de mise en dynamique autour de ces périmètres, de ces quartiers. Il y a eu une injonction quasiment induite à retrouver l'intelligence de conception qui avait prévalu à tous ces ensembles, hein, qui sont pour certains assez généreux dans les espaces publics. On est bien dans l'idée d'aller chercher des stratégies inédites, donc on est bien dans l'idée de se décaler aussi que des réponses bâtimentaires et d'aller voir quels peuvent être les apports aujourd'hui de tout ce qui a trait à la renaturation, de tout ce qui a trait à la désimperméabilisation. Comment, à un moment, finalement, toute cette injonction de transition environnementale peut nous servir à trouver des stratégies d'équilibre thermique des bâtiments qui d'ailleurs parfois prévalait à l'origine à la conception des bâtiments. Donc on est bien dans cette finesse, dans cette granulométrie qui doit allier la sobriété d'intervention et l'intelligence de la maîtrise d'œuvre sur des interventions qui ne sont pas tout ITE, tout ITI ou toute autre chose, mais bien sur des approches contextuelles et dans l'idée d'aller explorer ces nouveaux potentiels dans le nouveau paradigme dans lequel maintenant on est tous inscrits. Dans l'exemple qu'on a ici, quand on voit qu'on commence à avoir des rez-de-chaussée actifs sur des ensembles qui étaient résidentiels, et il y a aussi l'apport de services. Ce sont aussi des prétextes pour venir redynamiser ces quartiers-là autrement et créer de la mixité programmatique qui redynamise. Mais si tu voulais continuer ou... Non, je t'en prie. Sophie Mas, est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer, je voyais que
Il y a plein de choses qui réservent. Voilà, n'hésitez pas. Mais tout ça, c'est effectivement des choses qu'on voit tous les jours. Alors, je voulais insister avec Virginie sur la question de l'échelle urbaine vraiment, et puis du quartier, des alentours, de l'aménagement des espaces extérieurs finalement aussi. Et on le voit déjà dans la ville traditionnelle. Nous, on est très habitués dans l'ancien, et c'est valable pour le moderne exactement de la même manière. On reproche souvent aussi aux bâtiments de ne pas être très adaptés, notamment thermiquement. Et on se rend compte très souvent quand on arrive à pousser les gens qui parfois n'y sont pas quand ils viennent nous voir, à appliquer un peu la méthode des architectes du patrimoine, parce que c'est un peu ça qu'on fait, de formation du coup. Donc nous, en fait, notre obsession, c'est de demander aux gens quand ils viennent sur des projets de transformation lourds un peu, qui nous font parfois tiquer au départ parce qu'on voit qu'il y a des qualités intéressantes dans les bâtiments, on leur dit attendez, pour voir ce qui est acceptable dans la transformation, le degré de transformation des bâtiments. En fait, la question, c'est pas une question de goût et de couleur, c'est une question de connaître très finement le bâtiment au départ, ou l'ensemble, y compris espace extérieur d'ailleurs. Voir comment c'était à l'origine, comment c'est devenu aujourd'hui. C'est ce qu'Émilie montrait sur Orgemont à Épinay. En fait, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on trouve dégradé, pas très qualitatif, en fait, c'est pas du tout l'image que ça avait au départ. Et donc, quand on étudie un peu les choses, on regarde les archives, on voit ce qu'il y avait, on se rend compte que très souvent, par exemple, là, il y a des îlots de chaleur très compliqués, même en tissu urbain ancien. En fait, c'est parce qu'il y avait des doubles alignements d'arbres de chaque côté de la rue qui ont complètement disparu pour plein de raisons techniques et parfois parfaitement fondées, on va dire. Mais en fait, si on fait pas attention à ça, il y a un moment en fait, où ça devient invivable pour d'autres raisons complètement externes au bâtiment. Donc nous, on vient militer pour faire des diagnostics, alors qu'ils soient bien sûr techniques, sanitaires, mais aussi d'évaluation de la qualité patrimoniale et de la connaissance des dispositions d'origine. Et comme ça, on a un état des lieux au départ un peu complet de ce que ça a été, de ce que c'est aujourd'hui et des problèmes qu'on rencontre, pour essayer de faire correspondre ça effectivement avec les questions de confort aujourd'hui, d'usage, qui sont peut-être plus les mêmes. On parlait de la petitesse des logements, c'est un vrai sujet en effet sur certaines décennies de logement. Et comme ça, essayer de trouver ensemble des arbitrages intéressants. Sur les financements, je crois que c'est un vrai sujet. Après, on ne peut pas juste attendre que ça tombe du ciel, mais je pense que les deux vont ensemble en fait avec les programmes d'expérimentation. Ça permet de faire la démonstration qu'il y a des projets très intéressants qui peuvent se faire. Ils sont certes peut-être parfois un peu exceptionnels parce qu'on reste un peu dans l'expérimentation, dans le petit nombre d'opérations avec REA, mais ça nous permet d'enclencher les choses pour aller justement vers des généralisations ou des nouveaux dispositifs. Et dans le patrimoine, il y a des labels qui commencent à être spécifiques pour le patrimoine. Là, la vraie marche qu'on a à passer, je pense, c'est 1948. C'est-à-dire, on considère qu'il y a du patrimoine dans les bâtiments anciens jusqu'à 1948 et qu'après, il n'y a pas de question de patrimoine qui se pose. Et donc, il n'y a aucune adaptation aujourd'hui de la réglementation sur ces bâtiments-là. Je pense que ce sera la prochaine étape institutionnellement à réussir à passer, en fait. C'est d'inclure tous les bâtiments d'après 1945 ou 48 dans ces dispositifs un peu parfois dérogatoires, ou en tout cas où on adapte les choses qui se font. Si je synthétise un peu les 15 ou 17 premières questions, on en a sur le financement et notamment sur la surélévation comme levier de financement. On nous demande si c'est une bonne stratégie, si ça fonctionne toujours, dans quel cadre ça marche ou ça marche pas. Est-ce que c'est une aubaine ou est-ce que c'est complexe ? Et alors, chez Saint-Denis Habitat, on l'a pas encore fait, donc moi je peux pas avoir de retour d'expérience, mais néanmoins, pour y avoir pensé comme levier financier, je me suis beaucoup, j'ai partagé beaucoup de retours d'expérience avec d'autres maîtres d'ouvrage qui l'ont fait. C'est pas si simple. C'est pas impossible du tout. Il y a une opération qui est en train de sortir Place des Fêtes en ce moment qui fonctionne bien. Et sur l'Abreuvoir, on est vraiment en train de l'étudier. A priori, ça pourrait se faire, mais c'est pas aussi simple que ça. Surtout quand c'est alors là, on est en milieu vide. Mais quand c'est en milieu occupé en dessous, ça devient vraiment très compliqué. Bah oui, j'imagine. Et puis après, ça dépend de la nature des fondations, du terrain, de plein de choses. Hein, mais... C'est une autre question justement. Pour éviter le site occupé, est-ce que vous arrivez à imaginer que vous faites déménager les habitants dans un immeuble neuf, que du coup vous pourrez rénover sans les problématiques du site occupé et ensuite faire entrer des nouveaux locataires dans les bâtiments rénovés? Est-ce que on nous demande si c'est la solution pour éviter le site occupé, ou j'imagine que ça pose plein de questions sur des gens qui n'ont pas forcément envie de déménager, mais... Oui. Plein de questions, et là pour le coup on a des retours d'expérience qui sont issus du programme REA. Et d'ailleurs, si vous êtes pas très loin de Sainte-Adresse, je vous invite à aller passer un œil sur le très beau chantier qui est mené à l'heure actuelle par l'OGEO, où justement le travail a été de réussir à réintervenir sur l'ensemble du quartier et effectivement par la construction de nouveaux logements réussir à mener. C'était d'ailleurs la condition de la possibilité d'une réhabilitation ambitieuse, que cette tranche de logements neufs. Donc ça, c'est pas. Il y a aussi un enjeu de site et de capacité du site. Oui, effectivement, parce que si on arrive, alors ça dépend, c'est-à-dire si on arrive à construire sur notre foncier, c'est ça.
voilà, si on arrive à construire sur notre foncier et que donc on fait l'économie du foncier, effectivement, l'opération de construction va être, va avoir un bilan positif et ça va nous permettre d'injecter un peu d'argent dans la rénovation. Sinon, aujourd'hui, notre difficulté, nous, c'est qu'on a beaucoup de mal. Alors, encore une fois, je parle de la Seine-Saint-Denis où on a du foncier cher et une zone tendue. On a beaucoup de mal à construire, à sortir des bilans de neuf. Par contre, pour arriver à faire les projets dont je vous ai parlé, alors c'est aussi beaucoup d'investissement, mais c'est ce que je vous disais, on a constitué un stock de logements vides sur le quartier et donc on traite ça avec des logements relais. Et donc on déménage 2 fois les locataires. Donc c'est effectivement pas la même logique que celle qui est proposée là. Mais voilà, il y a plein de stratégies différentes. Mais effectivement, ça peut être, comme le disait Virginie, la construction neuve, si c'est sur notre foncier, dans un grand ensemble où effectivement la densité permet de construire encore, ça peut être un levier financier aussi. Plusieurs questions en une. On a beaucoup de questions sur le périmètre du programme, dans le sens, est-ce que ça marche aussi pour les petits bâtiments? Là, on a plutôt parlé d'opérations avec beaucoup de mètres carrés. Oui, ça fonctionne sur les petits bâtis. Est-ce que ça marche aussi en zone rurale et pas seulement dans des zones urbaines assez denses? Est-ce que ça fonctionne sur des bâtiments qui sont avant le XXe siècle? Ou est-ce que c'est pour sur la première session, la position qui a été adoptée par les partenaires institutionnels, c'est le XXe siècle, après 48. Ok. Et plus largement, est-ce qu'il y a d'autres critères qui n'auraient pas été cités, qui pourraient... Ils vont arriver plus officiellement quand l'appel à candidature sera lancé au mois de septembre. Il y a une autre question aussi. Donc là, on a parlé de logement social, mais ça fonctionne aussi pour du logement privé classique. Et du coup, on me demande comment faire quand certains copropriétaires ne veulent pas rénover. C'est-à-dire une partie qui sont d'accord, d'autres non. J'imagine qu'on attaque un problème énorme. Alors c'est pour ça précisément que le dispositif, il est prévu pour accueillir toutes les démarches, les initiatives, notamment portées par des copropriétés. Ou par certains copropriétaires qui souhaitent s'inscrire dans cette dynamique et qu'on associera dans la dynamique du programme, mais pas nécessairement en tant qu'opération pilote, plus pour avoir un effet de portage de ces initiatives qui sont individuelles ou de plusieurs individus au sein de copropriétés. Mais l'idée, c'est bien de les héberger dans le cadre du programme, justement parce qu'on sait qu'il y a des enjeux de création d'une culture commune autour de ces édifices, et on sait qu'on joue aussi sur un temps qui est parfois long pour y arriver. Moi, j'avais une question. Est-ce que les cas de transformation rentrent dans ce programme? Je pense précisément à toutes les postes qui sont en train dans les centres-villes et qui ont un caractère patrimonial et qui sont en train d'être transformés en gardant une partie de postes et le reste vient du logement. Est-ce que ces projets-là pourront candidater? À partir du moment où il y a une composante logement assez significative dans les bâtiments, il y aura pas. À l'origine, ce sont des bureaux. C'est pas très gênant. Du moment que le terrain d'atterrissage est du logement. Très bien. Tout à fait. Alors, on a presque fini par rapport à l'horaire, mais j'avais vu une question que je ne retrouve plus dans ma liste sur le fait que, quelqu'un qui se demandait s'il fallait déréglementer pour innover, qui citait la Belgique en exemple, et qui demandait s'il fallait, si vous aviez besoin, je l'ai compris comme ça, de plus de liberté pour arriver à trouver des nouvelles solutions qui ne sont pas forcément permises aujourd'hui. Je crois qu'on peut dire que tous les leviers d'innovation qu'on a réussi à activer, que ce soit sur les financements, sur plein de choses, on l'a fait à cadre de droit constant, en remettant un petit peu tout le monde, tous les acteurs institutionnels et opérationnels autour de ces réalisations, et en observant bien que parfois il suffit de juste bouger un petit peu le curseur et que ça devient des leviers assez importants. Mmh. Donc je pense que le cadre d'expérimentation est justement prévu pour mettre en place ces dynamiques opérationnelles et institutionnelles, faire la démonstration des conditions de réalisation de ces opérations et voir justement où il y a eu des points de blocage assez compliqués en cours de route pour retravailler ensuite dessus. J'attrape une dernière question un peu comme ça au hasard sur le désamiantage. Quelqu'un qui nous dit que souvent c'est le désamiantage qui bloque. Bon, là on n'est pas complètement sur ce sujet, mais... C'est un vaste sujet. Ça coûte un peu cher. Oui, c'est ça, c'est très coûteux en fait. C'est une question politique. Mais il y a des stratégies autres que tout désamianter quand même. Hein. Donc, mais c'est des vraies stratégies aussi à élaborer. Oui. Je pense que c'est un sujet
qui commence à être suffisamment connu et maîtrisé par les maîtrises d'ouvrage pour que ce soit anticipé et qu'effectivement il y ait une espèce de stratégie adaptée, anticipée dès le départ en fait. C'est vrai que ce sont des sujets très coûteux. Pour répondre à la question des copros où quelques propriétaires peuvent être réticents, j'avais entendu parler et je suis à la recherche de ces opérations aussi pour justement les citer comme exemple très souvent, des BRS par étage, par logement. BRS ? Oui. Tu nous dis ce que ça veut dire, moi je sais. Le bail réel solidaire qui est que finalement un office foncier vient acheter le logement qui revend à la personne, mais en bail amphithéotique en ce qui concerne la valeur du foncier. C'est très complexe, mais comme on est dans le cadre d'une expérimentation, s'il y a des bailleurs ou des particuliers, des copros privés qui ont commencé à mettre ça en place, moi je trouve ça intéressant qu'ils participent à ce type de programme. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait abordé. J'ai plusieurs élus aussi qui me demandent de leur dire où c'est que ça se passe. Il faut qu'on les retrouve. En Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis ? Ça se développe beaucoup le BRS, donc je pense qu'on peut trouver... il faut que je regarde, c'est plutôt des choses neuves que j'ai en tête, mais ça devient très à la mode. Enfin, tout le monde veut essayer pour voir ce que ça donne et si c'est un levier intéressant. Donc, je pense que oui, si on demande, on peut certainement trouver des choses. Parce qu'il y a des phénomènes comme l'usufruit temporaire aussi qui se mettent en place. Donc, moi, je pense que ce type de montage, ce sont des choses qui peuvent peut-être résoudre un certain nombre de problèmes de financement des privés concernant la rénovation de leur appartement. Alors on ne pourra pas répondre à toutes les questions et c'est promis, c'est la dernière, mais j'en attrape une dernière au vol. Le financement prend-il en compte le financement de la modification du PLU en cas de nécessité ? Le financement. C'est pour toi. Ah non. La modification du PLU. À mon avis, ça c'est la... Et c'est plutôt un problème de temps, la modification. Oui, c'est ça. C'est ça qui est difficile un peu dans l'avancement des projets. C'est vrai qu'il faut avoir des collectivités un peu partie prenante, un peu motivées dans ce cadre-là, mais du coup, si on les met autour de la table dès le départ, je pense que... Il y en a beaucoup en ce moment. Ouais. On a dit qu'on était positif. Ben, on finira là-dessus si ça vous va. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci à l'ordre et merci à tous les intervenants derrière qui gèrent la technique. On se retrouve en septembre pour le sujet que j'avais annoncé tout à l'heure sur les contrats. Et d'ici là, on vous souhaite à tous et toutes un bel été. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci.